Un plaisir de vous retrouver sur le décryptage de l'actualité ce jeudi. L'émission, vous le savez, c'est Actu et Débat. Nous recevons ce soir, ce jeudi, Gabin Goubiyi, il est journaliste. Gabin, bonsoir. Bonsoir Brice Bilaïkedji, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices de Radio Cotonou. Vous serez dans ce studio pour les échanges, pour le débat avec Arimi Choubadé qui va nous rejoindre d'ici à là. Arimi Choubadé, il est attendu. Merci d'être là. Nous parlerons ce soir de la réaction des présidents d'institutions par rapport à l'affaire complot contre la sûreté de l'État qui a vu réagir presque 2 mois après le verdict de la criette. Les présidents d'institutions, leurs collègues anciens présidents d'institutions prévoient, eux, se retrouver au sein d'un creuset. Pour quel objectif? Nous le verrons tout à l'heure. Nous irons également, si le temps nous le permet, au Niger, où 20 mois après son coup d'État contre le président Bazoum, l'ex-chef de la garde présidentielle entérine une transition sans échéance électorale. Bonsoir et bienvenue. On démarre avec l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité, ANM-Sécu, qui a récemment mené une vaste opération de contrôle au Bénin, révélant des pratiques frauduleuses dans plusieurs poissonneries. Près de 300 balances non certifiées ont été saisies auprès de 210 points de vente dans divers départements. Les commerçants épinglés risquent des amendes allant jusqu'à 1 million de nos francs et des peines d'emprisonnement. L'initiative vise à protéger les consommateurs et à garantir l'intégrité du marché halieutique, tout en évitant les utilisateurs d'instruments non conformes à se rapprocher de l'agence pour éviter des sanctions. Gabin Goubiyi, vous avez suivi ce périple de l'Agence nationale de normalisation sur le terrain avec les différentes saisies. Quel regard portez-vous sur cette démarche de l'ANM? Non, c'est une démarche qui mérite d'être saluée. Saluer la veille de cette structure-là et qui est aux trousses souvent de ces commerçants véreux, ces promoteurs de poissonnerie et de chambres froides qui opèrent dans la tricherie, qui ont entrepris de gruger, n'est-ce pas, les pauvres populations. Et je pense que c'est des campagnes qui méritent d'être multipliées. Et donc il a fallu que l'ANM fasse preuve de beaucoup de diplomatie et de tact pour parvenir à mettre la main sur ces différentes balances non certifiées. Et parce que c'est de ça qu'il s'agit, ces balances non certifiées sur la base desquelles les commerçants grugent, n'est-ce pas, les populations, les instruments de mesure qui ne sont pas conformes, qui sont utilisés par ces poissonneries et ces chambres froides là pour servir les pauvres populations. Et moi qui me rends dans une poissonnerie, je n'ai pas peut-être idée de ce que les instruments sont certifiés ou non. C'est muni d'une pancarte verte parce que il semble que c'est la pancarte qui doit attester de la régularité, voilà, de l'instrument de mesure et autres. Donc les clients pour la plupart n'ont pas ce réflexe-là. Maintenant, il faut que l'ANM vienne sensibiliser les populations également pour les réflexes ou les réflexes qu'ils doivent avoir une fois qu'ils vont faire des achats au niveau, n'est-ce pas, de ces poissonneries. Donc c'est une action qui mérite d'être saluée et encourager l'agence à pouvoir multiplier ces genres de contacts, parce que une fois que cette campagne, cette descente inopinée sont faites et que l'ANM parvient à épingler ces poissonneries, ces commerçants, et donc si elle leur tourne dos, eh bien vous savez, c'est comme des gens qui ont décidé, n'est-ce pas, vaille que vaille, de gruger la population. Ils reviennent avec les anciennes habitudes et pour gruger, n'est-ce pas, la population, pour utiliser ces instruments-là. Et c'est aussi là la question. On peut se demander, mais où est-ce que les gens parviennent à pouvoir
obtenir ces instruments de mesure? Est-ce qu'il ne faut pas, au-delà des promoteurs, au-delà des commerçants qui utilisent ces instruments-là, aller s'attaquer aux vendeurs? J'allais vous le demander. Et pourquoi on ne certifie pas l'instrument déjà dès que l'instrument rentre au pays? C'est-à-dire, ceux qui importent, par exemple, les balances doivent les faire certifier, non? Absolument. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, en toute proportion gardée, s'il y a un mécanisme de contrôle en amont de ces instruments de mesure, c'est-à-dire s'il y a un dispositif qui oblige, n'est-ce pas, les importateurs de ces instruments-là à les faire certifier avant de les mettre sur le marché. Mais toujours est-il que l'ANM doit pouvoir veiller à attaquer le problème par la racine, c'est-à-dire en allant au niveau de la source même, c'est-à-dire des importateurs de ces instruments-là, pour pouvoir faire son contrôle, les certifier avant qu'ils ne soient livrés aux promoteurs. Et là, je trouve également que les promoteurs on doit corser peut-être le dispositif de sanction. C'est parce qu'ils ne sentent pas peut-être une contrainte, ils ne sentent pas un mécanisme répressif assez huilé qu'ils continuent de perpétrer cette sale besogne-là. On l'a vu au niveau des stations-service, vous savez, l'ANM fait souvent de cette descente-là et arrive à relever que, eh bien, les instruments qui sont utilisés là ne sont pas sincères. Ça, en tout cas, n'assure pas la quantité d'hydrocarbures qui doit être servi aux clients. C'est la même chose qui se remarque malheureusement au niveau des poissonneries. Vivement que cette structure, peut-être qu'elle manque d'éléments pour maintenir une veille permanente, redouble d'ardeur, parce qu'il ne faut pas que cette descente-là se limite à des campagnes sporadiques, périodiques. Que ce soit régulier. Il faut que ce soit régulier. Il faut que les populations également, c'est le lieu de les interpeller, il faut que les populations jouent pleinement leur partition. Une fois qu'elles ont des doutes sur la fiabilité des instruments qui ont servi à leur livrer telle quantité de marchandises, du poisson, de la viande congelée ou je ne sais quoi, eh bien, qu'elles aient le réflexe, n'est-ce pas, d'appeler les numéros verts de l'ANM ou les directions du ministère de l'Industrie et du Commerce pour dénoncer ces commerçants véreux-là, quitte aux structures habilitées de les décourager. Le citoyen ne saura pas si l'instrument est certifié ou pas, ou si on l'a truqué ou pas. Bon. Souvent, quand vous allez dans les poissonneries, c'est ceux qui truquent réellement qui vous disent allez, tonton, il faut regarder, hein, ça fait réellement les 2 kilos là. Et vous voyez 2 kilos réellement. Alors que lui, c'est que ça ne fait pas 2 kilos. Non, je pense qu'il y a d'abord le mécanisme pour vérifier, c'est la carte, la pancarte verte. Il y a une affiche quand même pour que l'ANM appose sur l'instrument de mesure pour montrer que c'est certifié par l'ANM. Vous savez, ça agit également sur les compteurs. Les compteurs, certains des compteurs que nous avons, n'est-ce pas, dans les locations, dans nos maisons. Donc, si la pancarte est dessus, je pense que ça montre que l'instrument est véritablement certifié. L'autre chose, c'est-à-dire les populations, il y en a, ceux qui sont habitués quand même aux quantités normales ou aux poids normaux des produits qui leur sont servis. Il y en a qui ont des pressentiments que telle quantité n'atteint pas, n'est-ce pas, le kilo qui devrait être servi. Il y en a qui véritablement ont ces réflexes-là. Donc, en cas de doute, c'est-à-dire dès que le client a ces doutes-là, il faut, n'est-ce pas, l'encourager, de mon point de vue, à appeler les structures chargées, n'est-ce pas, du contrôle pour amener l'équipe de l'ANM à se déployer à l'endroit indiqué. Tout compte fait, il y aura la confidentialité, n'est-ce pas, la protection du dénonciateur qui sera garantie. L'essentiel est que, eh bien, l'on mette fin à ces pratiques-là, parce que vous figurez, Brice Bilaï Kegui, avec la cherté de la vie qui est dénoncée, ça et là, avec tout ce à quoi le client fait face depuis plusieurs années, avec la crise russo-ukrainienne et avant ça la Covid-19 qui a considérablement amenuisé le panier de la ménagère et a rendu totalement cher un certain nombre de produits de première nécessité. Eh bien, si des commerçants de mauvaise foi doivent en rajouter à la misère déjà ambiante, aux difficultés quotidiennes qu'endurent les populations, je pense que le poids est beaucoup trop à supporter. Donc, c'est le lieu, n'est-ce pas, d'appeler les commerçants à véritablement veiller à quand même avoir
du cœur dans ce qui s'est fait et appeler l'État. Il n'y a plus pratiquement d'associations de consommateurs. Il faut que, que les consommateurs eux-mêmes se prennent en charge. Parce que les associations de consommateurs, les associations de consommateurs, dites-vous, vous voyez, c'est comme si elles ont démissionné. Et puis peut-être qu'elles n'ont plus véritablement les moyens de faire face aux situations. En tout cas, on ne les voit plus. Donc les consommateurs sont livrés à eux-mêmes et ils seront obligés, n'est-ce pas, d'assurer eux-mêmes la veille et toutes les fois qu'ils ont l'opportunité de sonner l'alerte pour permettre, n'est-ce pas, aux structures habilitées de pouvoir jouer convenablement leur rôle de suivi et de contrôle. J'ai échangé avec un consommateur qui a trouvé que l'ANM ne devrait peut-être pas aller à la saisie des instruments, qu'elle en fait déjà un peu trop, qu'elle devrait plutôt sur place sensibiliser et conscientiser. J'ai lu également dans la presse de nos confrères attitrés que l'ANM s'est engagée dans un combat au goût inachevé. Oui, on a l'impression vraiment, à des moments donnés, peut-être que c'est le sentiment que cela donne, qu'on fait toujours les mêmes reproches, c'est-à-dire on entreprend toujours les mêmes actions sans obtenir un résultat concret. Pourquoi ne pas parvenir même à fermer, n'est-ce pas, ces poissonneries, ces chambres froides là qui opèrent dans cette forme de tricherie? Pourquoi ne pas œuvrer, faire en sorte d'aller retirer même l'agrément, pour que véritablement on sache que ces commerçants-là ne constituent plus des menaces pour la population. Peut-être que ces actions-là auront l'avantage de dissuader ceux qui tenteraient ou auraient les velléités de s'illustrer dans ces pratiques peu orthodoxes que nous dénonçons par ici. Donc il faudrait que le dispositif répressif soit beaucoup plus corsé pour obliger, n'est-ce pas, les commerçants à pouvoir faire en sorte que la vérité transparaisse, n'est-ce pas, dans ce qu'ils font, qu'ils soient quand même transparents dans le commerce qu'ils font. C'est vrai que le commerçant est d'abord porté par la recherche du profit, du gain, du bénéfice, mais cela ne doit pas être fait au prix, n'est-ce pas, du sacrifice ou du vol qu'on doit opérer, n'est-ce pas, sur les consommateurs. Donc, appeler l'ANM à voir susciter peut-être que les lois qui répriment ces genres d'agissements-là soient beaucoup plus corsées pour dissuader, n'est-ce pas, les commerçants qui s'illustrent dans ces cas de tricherie. Il faut souhaiter également que l'ANM, l'agence, regarde ailleurs. Vous l'avez souligné tout à l'heure, il n'y a pas que ça. Il y a également, les quincailleries. On parle de fer à béton hors de la norme. Bien sûr. Donc l'ANM, je crois que c'est une institution aujourd'hui qui a besoin véritablement d'être renforcée dans sa mission, parce que vous voyez, elle est pratiquement à l'avant-garde de tout ce que le consommateur est appelé à faire dans les BTP, parce que vous parlez de quincaillerie, c'est la construction. La construction qui est quelque chose qui tient à cœur aux Béninois de façon particulière. Vous savez, l'alimentation, si on doit aller prendre acheter des produits au niveau des poissonneries et des chambres froides, l'ANM doit également veiller à ce que les instruments de mesure soient aux normes. Vous savez, quand j'ai un moyen roulant et je dois, n'est-ce pas, aller d'un endroit à un autre, il faut que j'approvisionne, n'est-ce pas, mon véhicule ou ma moto en carburant, et il me faut aller vers les stations-service. Donc, quelque part, l'ANM intervient sur toute la chaîne. Et il faudrait véritablement que l'État veille à lui donner les moyens de faire véritablement, de faire face aux exigences de sa mission pour que le consommateur soit véritablement assuré de ce qu'il est véritablement rétribué, ou il est servi de la quantité de ce qu'il est en train de demander, de ce qu'il est en train d'acheter. Donc je pense que il y a ce défi-là qu'il faudra relever. Peut-être que la structure, j'ai l'impression qu'elle n'a pas les moyens de véritablement faire la sensibilisation comme cela se doit, parce que combien sommes-nous, combien de consommateurs savent réellement qu'il y a de petits réflexes à avoir dès que vous allez dans une station-service, demander si l'instrument est muni de la certification de l'ANM. Encore que là, je me demande s'il n'y a pas de mécanisme, si les commerçants n'ont pas de mécanisme pour contourner, n'est-ce pas, le dispositif réglementaire
supplémentaires pour mettre à tort peut-être ces étiquettes-là sur un instrument qui ne serait pas certifié ou qui aurait été truqué par des mécanismes quelque peu biaisés. Toujours est-il qu'il faudrait que l'on travaille à cultiver au niveau des consommateurs ces réflexes-là de consulter, n'est-ce pas, la transparence, voilà, la transparence ou l'orthodoxie que doit revêtir l'instrument de mesure qui doit servir, n'est-ce pas, à faire les opérations d'achat. D'accord, merci Gabin Gobeyi. Je rappelle que Arimé Soubalé va nous rejoindre, si tout va bien, tout à l'heure. Je l'annonçais en ouverture, les présidents des principales institutions de la République du Bénin ont exprimé dans un communiqué leur indignation et leur consternation face au fait de complot contre la sûreté de l'État et de corruption d'agents publics pour lesquels la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a récemment condamné Olivier Boka, Osvaldo Meki et Roch Niri. Ces hautes autorités dénoncent dans leur déclaration et condamnent fermement une tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel qu'ils qualifient de funeste projet visant à prolonger je vais y arriver, le pays dans une période d'instabilité contraire aux efforts de reconstruction et de développement entrepris depuis 2016 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Le communiqué souligne le rôle joué par la garde républicaine et les services de renseignement qui ont permis de déjouer cette tentative et d'éviter ce qui aurait pu constituer un recul majeur pour le Bénin, mettant en péril 3 décennies d'acquis démocratiques. Les signataires réaffirment leur engagement à défendre les institutions républicaines, la Constitution et les lois en vigueur et assurent de leur soutien continu au président de la République pour préserver un Bénin stable, prospère et respecté. Vous avez lu ce communiqué, Gabin Gobeyi? Absolument, je suis tombé sur ce communiqué le mercredi dernier, comme tout le monde. Moi, j'ai très envie de vous demander pourquoi maintenant? Pourquoi ce communiqué maintenant? Moi, c'est la question que tout le monde se pose. D'abord, quand je suis tombé sur le communiqué, j'ai cru, n'est-ce pas, à un tract, à un document falsifié, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout peut venir. Heureusement, vous avez vu l'authentification du président de la HAC. Même après l'avoir vu, je me suis dit, les présidents d'institutions devraient quand même signer, apposer leur signature sur le document. Mais il m'a fallu appeler des canaux plus ou moins officiels pour avoir confirmation de ce que c'est un document authentique et qui émane véritablement des présidents d'institutions qui ont été représentés, bien évidemment, par le président Édouard Loko de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Eh bien, j'ai lu le contenu que vous avez, n'est-ce pas, relu in extenso dans votre propos introductif. Et je me dis, ça m'a fait un peu sourire au début parce que je me dis, la question que vous avez posée justement, ce procès a livré son verdict depuis le 31 janvier, voilà. Oui, janvier, oui. 30 janvier, je crois. Non, le jeudi 30 janvier. 30 janvier, oui. 2025. On est à peu près 2 mois après. Voilà, 2 mois après. Bon, même si on doit compter le délai pendant lequel les mises en cause doivent interpeller, appeler ou faire formuler recours, eh bien, les 15 jours sont passés. Donc, depuis le 15 février ou le 14, si on doit rester, n'est-ce pas, dans le délai, eh bien, ce dossier est déjà au placard. Mais pourquoi c'est maintenant que ces présidents d'institutions trouvent l'occasion, n'est-ce pas, de réagir sur ce dossier? Bon, moi, j'ai pas trouvé cette démarche-là véritablement opportune. Vous savez, c'est un dossier qui est déjà classé. Les présidents d'institutions sont, certes, peut-être dans une certaine mesure redevables au président de la République de les avoir pour la plupart nommés, parce que nous sommes dans un régime où le président de la République a assez de marge de manœuvre, assez de pouvoir pour nommer les présidents d'institutions, ce qui ne devrait pas être le cas, parce que quand je vois, par exemple, le président de l'Assemblée nationale qui est censée être une constitution de contre-pouvoir, si je vois la Cour constitutionnelle qui devrait être une institution apparemment neutre, qui doit être au service que ce soit de la classe politique, en tout cas pas forcément pour le compte du président de la République, j'estime, je me dis qu'ils n'ont pas besoin d'aller condamner. Peut-être que chacun d'eux
a peut-être sa petite lecture, sa lecture par rapport à la chose. Mais on n'a pas besoin, on pourrait avoir condamné dans des cadres dans des cadres peut-être informels, mais on n'a pas besoin, tous les présidents d'institutions d'une république n'ont pas besoin de manifester. Bon, peut-être que c'est une manière de manifester leur solidarité envers le chef de l'État, leur compassion. Ils sont béninois, non, avant d'être président d'institution. Moi, je me dis, compte tenu de la qualité. Ils ont dit que ce projet funeste va replonger le pays dans une période de stabilité, contraire aux efforts de reconstruction et de développement entrepris depuis 2016. Ils sont béninois, citoyens béninois, non? Non, président d'institution. Ils sont citoyens, mais ils sont représentants, c'est-à-dire ils sont porteurs d'une mission. Leur qualité actuelle de président d'institution les oblige à une certaine retenue par rapport à ces genres de situations. C'est comme si vous dites aujourd'hui, il est loisible au président d'institution d'opiner sur n'importe quel sujet. Écoutez, c'est des gens qui sont censés être l'arbitre entre les acteurs politiques en quelque sorte. Donc moi je trouve quand même pas trop bien que quelqu'un comme le président de la Cour constitutionnelle s'associe à cette initiative, le président même de l'Assemblée nationale, qui est, je le rappelle, une institution de contre-pouvoir, parce que l'Assemblée nationale, je ne vous apprends rien, est chargée de contrôler, n'est-ce pas, l'action du gouvernement. Donc moi je trouve cette démarche totalement inopportune, parce que le dossier est déjà vidé il y a là un moment. J'ai comme impression qu'on veut jouer les rattrapages, peut-être pour donner au chef de l'État l'impression qu'on partage avec lui son amertume, sa douleur, et c'est totalement curieux que ce communiqué soit intervenu après que le chef de l'État lui-même se soit prononcé de façon officielle sur le sujet à la faveur de l'interview. Parce qu'ils attendaient, par exemple, j'allais vous demander que le chef de l'État lui-même se prononce officiellement, peut-être avant de se prononcer, avant de réagir. C'est une coïncidence. Puisque la réaction est bien sûr postérieure à la réaction du chef de l'État. Bien sûr, c'est totalement curieux. Donc je fais le constat que les présidents d'institutions ont choisi de réagir après que le président de la République se soit prononcé sur le sujet. C'est à croire qu'ils attendaient à ce que le président de la République, qui est censé être peut-être la principale victime dans cette affaire de complot contre la sûreté de l'État, se prononce pour pouvoir lui montrer une certaine proximité, une certaine sympathie entre griffes. Moi, je me dis, l'un dans l'autre, les présidents d'institutions, compte tenu de la sensibilité de leur mission, compte tenu du degré de prestige qu'ils ont, n'ont pas à sortir un tel communiqué. Ils auraient dû rester dans leur posture de neutralité, quitte à eux, il y a un loisir, n'est-ce pas, dans des canaux informels ou bien par divers mécanismes, montrer au chef de l'État qu'ils sont contre les coups d'État, l'excès, n'est-ce pas, la plupart, d'abord, une bonne partie de la population a dénoncé la chose. Des citoyens, beaucoup se sont prononcés pour dénoncer cela. Moi, je me demande si on prend les 13 millions de Béninois que nous sommes aujourd'hui, il y en a peut-être 1 million qui sont pour que ce coup d'État-là ait lieu. Je ne pense pas. Donc, quelque part, c'est quelque chose que tout le monde, à l'unanimité, est en train de déplorer. Si véritablement cela arrivait à être concrétisé, on n'avait pas besoin de ces réactions-là pour montrer la désapprobation populaire de la population par rapport à un tel projet. Est-ce que cette réaction en bloc des présidents d'institutions, est-ce que ça jette du discrédit sur la séparation des pouvoirs? Oui, absolument. Vous savez, quand je parle d'institutions devant avoir des pouvoirs indépendants, je ne dis pas autre chose, c'est-à-dire que on a comme impression que on veut plaire au chef. On veut plaire au chef qui nous a peut-être nommé là. On a un devoir de redevabilité, c'est-à-dire on lui est redevable de nous avoir positionnés à la tête de ces institutions. Ces institutions, il faut le rappeler, ne doivent pas être forcément au service du chef, mais au service du peuple béninois, au service de la population béninoise. Et donc c'est ça là qui devrait normalement guider leurs actions. Donc dans ce cas de figure, je pense qu'il y a des protagonistes, il y a le chef de l'État, il y a
un ancien ami qui a été son allié de vieille date. C'est les deux qui sont principalement impliqués, n'est-ce pas, dans cette affaire-là. Donc les institutions n'avaient pas forcément, même si ça engage l'avenir du pays, n'avaient pas à prendre position aux côtés d'une personnalité, fût-elle le chef de l'État. Ils devraient normalement garder leur position, leur posture pour crédibiliser, n'est-ce pas, la neutralité, pour donner, n'est-ce pas, du contenu à la neutralité. Est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, un objectif visé? Nous sommes en attente de 2016 à quelques encablures des élections générales quand même. Bon, ou c'est anodin selon vous? Je me dis, si déjà tous ont pris position par rapport à ce dossier sur lequel, il faut le dire, certains encore continuent de prendre ça avec des pincettes. C'est comme si, on est en phase, c'est-à-dire, nous formons tous une même équipe et pour les élections à venir, eh bien, nous sommes en phase avec le chef de l'État et peut-être nous irons dans la même direction que lui, quel que soit ce qu'il adviendra. Bon, c'est une analyse qu'on peut faire. Dans tous les cas, je pense que on n'avait pas forcément besoin de manifester cet élan de solidarité là qui me paraît un peu tardif. Alors, il y a eu des choses plus brûlantes. On n'a pas entendu les présidents d'institutions. On a eu 2021 où le pays a failli basculer. Est-ce que, souvent maintenant, on aura de ces réactions de nos présidents d'institutions sur les sujets brûlants de l'actualité, sur l'affaire d'Anivor, par exemple? Et sur d'autres? Non, moi je ne... vous voyez, on peut d'office... Est-ce que ce communiqué, tout premier, ça ouvre la vanne à d'autres qui vont venir sur des sujets brûlants de l'actualité? Non, personnellement, je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Il faut reconnaître que c'est l'une des rares fois que le collège ou le collectif des présidents d'institutions réagit par rapport à un sujet. Peut-être compte tenu de la sensibilité de ce dossier-là, mais j'ai un problème par rapport au timing auquel cela est venu. Mais je ne pense pas que sur d'autres sujets, parce que, vous savez, si les présidents d'institutions doivent se mettre à opiner sur tous les dossiers brûlants de l'actualité, c'est comme si ils se confondent à des acteurs politiques. Eh bien, quand vous êtes président conseiller, par exemple, ou président d'une institution, vous savez que vous renoncez à un certain nombre, à un statut d'acteur politique. Eh bien, vous n'appartenez forcément pas. D'Anivor, c'est quand même un cadre du ministère des Finances qui a disparu. Ça peut interpeller, non? Écoutez, ça n'interpelle pas. Ce n'est pas aussi un coup d'État. Même si ça interpelle au président d'institution de venir opiner sur le sujet. La justice est là pour faire son travail. Eh bien qu'on laisse la justice démêler son travail dans ce cas précis, là, démêler les chevaux. Oui, on s'en tient à ce que la justice a dit, mais il ne reviendra pas au président d'institution de venir opiner pour dire voilà, nous sommes contents de la direction prise. Puisqu'ils ont commencé déjà. Non, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites comme ça. Je vous demande, je ne pense pas. Oui. Non, je ne pense pas qu'il soit dans cette appréhension ou dans cette lecture des choses. Je ne pense pas que désormais ils viennent de donner l'alerte et que toutes les fois où le Star sera emballé dans des dossiers qui vont intéresser, n'est-ce pas, l'opinion publique, ils viendront réagir. Non, parce qu'ils sont là pour trancher, justement. Vous savez, la Cour constitutionnelle, par exemple, vous voyez le nombre de recours qui sont introduits devant elle et qu'elle est appelée à instruire dans le cadre de ces audiences. Eh bien, si elle-même doit commencer à opiner, dévancer les citoyens en opinant à brûle pour point sur des dossiers, c'est comme si visiblement elle est en train de porter obstacle à la neutralité et qu'elle est censée faire, c'est-à-dire à la neutralité qu'elle est censée donner par rapport à sa manière, n'est-ce pas, de régenter certains dossiers. Et donc j'estime que ce n'est pas une occasion ou une porte ouverte. Ce communiqué-là n'est pas une porte ouverte au président d'institution pour opiner sur tous les dossiers qui intéressent l'avenir de la nation. Alors, d'autres réactions attendues, puisque bien avant que la justice ne se prononce, on a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de réactions, même après la sentence sur la justice, il y a eu un peu d'accalmie maintenant. Est-ce que le communiqué va ouvrir
la piste à d'autres réactions maintenant. Non, pas du tout. Ça ne devrait même pas. Moi, je pense même qu'après la réaction du chef de l'État, après que la justice se soit prononcée sur le dossier et la réaction du chef de l'État, chacun devrait pouvoir se faire une idée. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui sont peut-être sceptiques, qui doutent de ce que les faits reprochés aux mises en cause aient été véritablement constitués. Mais je me dis, il y a eu des actes. Moi, personnellement, je pense que notre pays n'a pas besoin, à l'étape où nous sommes, d'aller à une remise en cause de l'ordre constitutionnel. Cela ne pourrait être la solution. J'ai eu le privilège d'être à la salle d'audience pour suivre un peu ce procès-là. Je pense qu'il y a eu des actes formels sur lesquels le procureur de la République, le procureur spécial de la CRIET s'est établi pour pouvoir faire ses réquisitions. Et donc, il y a eu quand même des faits probants, des actes qui ont été posés. Et j'estime que, quoi qu'on dise, ce dossier-là est désormais rangé aux oubliettes, au placard, et chacun devrait pouvoir savoir à quoi s'en tenir. C'est une page qui est ainsi tournée. Il faut se projeter vers l'avenir plutôt que de continuer à ressasser le passé. Vous savez, Patrice Talon... Dans le communiqué, nous replonge dans le passé. Non, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de revenir en arrière. Les présidents d'institutions nous ont replongé dans le passé. Oui, malheureusement. Et c'est là, je trouve que cette démarche-là est quelque peu maladroite, de mon point de vue. Donc, j'estime qu'on devrait passer depuis à autre chose. Et Patrice Talon n'est pas demandeur. Je ne pense pas qu'il soit demandeur de cette manière, n'est-ce pas, de voir les choses. On devrait travailler, n'est-ce pas, à transcender ces agissements ou cette posture affichée par les présidents d'institutions et donc passer véritablement à autre chose. Parce qu'il y a d'autres défis véritablement qui nous attendent. L'affaire sur complot contre la sûreté de l'État ne saurait occuper l'espace politique, ne pourrait caporaliser, je vais dire, le débat politique pendant longtemps. Il faudrait que les acteurs politiques et même l'ensemble de la population béninoise travaillent à passer à autre chose. Arémé Choubadé nous a rejoint en studio, je l'avais annoncé. Arémé Choubadé, bonsoir. Oui, bonsoir Bill. Vous êtes bienvenu. Merci bien. Dites bonsoir à Gabin Goubiyi. Oui, bonsoir Gabin, bonsoir les auditeurs, bonsoir tout le monde, bonsoir les techniciens. On parlait à l'instant du comité de communiqué des présidents des principales institutions de la République qui ont exprimé leur indignation, leur consternation face au fait de complot contre la sûreté de l'État et de corruption d'agents publics. Vous avez lu ce communiqué, Arémé Choubadé? Oui, je l'ai lu comme tout le monde. Il est bienvenu? Il est triste. Il est triste. Vous savez, nous sommes dans un régime... Le communiqué est triste ou quoi? Je n'ai pas compris. Nous sommes dans un régime de séparation nette des pouvoirs. C'est-à-dire que c'est pour différencier des régimes parlementaires, semi-parlementaires, monarchiques, constitutionnels, tout ce que vous voulez. Ici, nous sommes dans un régime de séparation nette des pouvoirs. Et puis vous avez une institution comme la Cour constitutionnelle à qui la loi interdit de faire des consultations. C'est interdit, ça dit qu'ils ne peuvent pas donner des avis. Ils ne peuvent pas participer à des réunions sans donner leur avis. C'est une juridiction, c'est comme si le voleur et le juge se réunissent avant le procès. Les autres institutions sont des justiciables, entre guillemets, si vous voulez, devant la Cour constitutionnelle, c'est le régulateur. Quand vous avez des problèmes, vous venez. Ils peuvent faire des rencontres informelles, c'est possible. Même là encore, on ne peut pas officiellement afficher que les justiciables et celui qui doit les réguler se réunissent pour converger en quel thème. On dit... Il y a mal donne quand ils se retrouvent comme ça. On dit la Cour constitutionnelle, on leur interdit de donner des avis. En dehors du rang de décision, ils ne doivent plus avoir d'autres avis. Ils ne peuvent pas participer à des réunions avec d'autres. S'ils participent, ça veut dire que... Je vous ai déjà donné l'image, comment on appelle ça, quand il y a un problème entre les institutions, c'est la Cour constitutionnelle qui tranche, qui régule. Ce sont les justiciables de la Cour constitutionnelle. Et comme je vous l'ai dit, c'est comme si les parties à un procès font en réunion avec le juge avant le procès.
Je perds mon latin, on aurait pu trouver un habillage au moins pour sauver... Mais l'affaire dont on parle, c'est une affaire qui pouvait tout remettre en cause au pays. Nous sommes dans un procès qui peut avoir des rebondissements et tout ce qu'on veut. Et il peut y avoir des faits nouveaux, il peut tout avoir. Maintenant qu'eux, ils ont déjà condamné, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a des faits nouveaux qui surviennent, si par exemple quelqu'un vient avec des preuves pour dire non, je sais pas, on doit ouvrir le procès, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On retourne les voir. Le chef de l'État a parlé, il a confirmé. Le chef de l'État n'a rien à voir avec le procès, il n'est pas venu au procès. Il n'est pas parti au procès, il n'est pas témoin, on l'a cité en rien, il est peut-être la victime. Il est la victime, la principale. Oui, mais on ne l'a pas entendu au procès. Vous avez entendu un procès sans... Mais après le procès, récemment, il a parlé à nos confrères. Hors procès. Il a parlé hors procès. C'est peut-être ces propos qui ont permis à nos présidents d'institutions d'opiner sur la question. Ça donne de la friction, tout ça. Ça veut dire que personne n'est protégé dans le pays. C'est-à-dire que les gens peuvent décider... Oui, les gens peuvent décider de faire des arrangements eux et enfreindre la loi tranquillement et tout le monde y participe. Il n'y a pas un garant quelque part où quand vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller le voir pour dire écoutez... Vous avez l'impression que tout le monde est ensemble là-bas. Ça donne la frisson. Nous ne sommes pas protégés. Nous ne sommes pas protégés. C'est-à-dire vous et moi, on ne sait pas ce qu'ils ont dit là-bas. Qu'est-ce qu'on dit? On dit si vous n'êtes pas autour de la table, c'est que vous êtes dans le menu. C'est-à-dire ils ont parlé de vous pour dire comment ils vont vous... à quelle sauce ils vont vous manger. C'est ce que ça veut dire. Or, il devait y avoir quelqu'un quelque part. Je veux bien que... comment on appelle ton président de l'Assemblée nationale? Et puis là encore, c'est pas S-qualité. Il ne représente pas tous les députés. Il ne représente que lui-même. Il représente l'institution dans ses relations avec les autres. Mais pas politiquement. Il ne parle pas au nom des démocrates, par exemple, qui ne sont pas du même bord que lui. Il y a même les gens du BR qui ne sont pas du même bord que lui. Et quand si on devait faire un vote, il n'a pas sollicité un vote. Il est collègue des autres députés, il n'est pas leur patron. Il n'a pas fait un vote à l'Assemblée qui lui a donné mandat d'avoir telle position au nom de l'Assemblée nationale. Donc il y a une confusion des gens terrible. On aurait pu, au lieu de faire à la conférence l'option de la séparation des pouvoirs qui a été consacrée dans la Constitution, on aurait pu faire l'option d'une monarchie. Comme ça, le roi, il est là, tout seigneur, tout le monde est à ses pieds. Et voilà, on n'a plus besoin de... Mais on ne peut pas dire que nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs, avec le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et que finalement, on rentre dans un régime de confusion des pouvoirs. Je ne sais pas à quel titre le président de la Cour constitutionnelle parle au nom de qui. Il représente qui? Il a été nommé un titre personnel. C'est arrivé là-bas qu'il s'est retrouvé avec d'autres. Je ne sais pas s'ils ont pris une décision de la Cour qui l'autorise à aller parler de politique, parce que ça c'est de la politique. C'est pas, moi je perds mon latin. C'est de la politique. C'est le citoyen qui parle. Et moi je me sens en insécurité par rapport à ça. Nous sommes en danger dans ces conditions-là. Quand vous n'êtes pas autour de la table, c'est que vous êtes dans le menu. Ça veut dire qu'ils se sont entendus là-bas pour dire que tel on le mange à telle sauce, tel on le mange à telle sauce, et puis vous n'avez même plus de voie de recours en ce moment-là. Parce que c'est où le recours maintenant? Le recours est où? Même si on voulait, par exemple, faire déclarer la décision, le communiqué là, anticonstitutionnel, si un citoyen se lève pour il estime que le communiqué viole la Constitution, qui va trancher? La Cour constitutionnelle. Elle est partie. C'est elle qui a posé l'acte. Nous sommes dans une insécurité totale. On ne sait plus où nous sommes. On n'est plus dans une république. En ce moment, il nous qu'à nous proclamer la monarchie constitutionnelle dirigée par Patrice Talon avec ses sujets. Et nous nous aplatissons tous. Et là, nous ne voulons même plus faire des débats ou des opinions et tout pour fatiguer les auditeurs pour rien. Parce que finalement, la finalité de tout ce que nous faisons, c'est quoi finalement? Puisque vous allez beau parler, dire tout ce que vous voulez, mais les types, ils font ce qu'ils veulent. Rien ne va changer. Ils ne regardent même pas la loi. C'est-à-dire que pour eux, la loi n'existe même plus. C'est la volonté de celui qu'ils veulent défendre qui compte. C'est extraordinaire. Moi, je n'ai pas compris. C'est vrai qu'on a déjà vu ça par le passé. On a vu ça par le passé. C'est pas, maintenant, ça ne date pas de maintenant. On a vu le président Olo, Nago, consort qui se réunissaient pour donner des avis.
ce qu'on n'avait pas compris, on se disait, bon, c'est passager, que ça ne va pas continuer. Mais là, sur une affaire même qu'on ne peut pas dire qu'on a clôturé totalement, hein, les accusés n'ont pas parlé au procès. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont encore cachées. Et un juge peut avoir un rebondissement et qu'on décide de rouvrir le procès. Et à ce moment-là, le juge suprême a déjà condamné. Qu'est-ce que les juges, les autres peuvent faire à ce moment-là? Vous savez que ça donne la frisson, en fait. C'est même plus... Comment Gobi, vous avez suivi Arémé Chebali, vous en parliez à l'instant. Oui, non, je l'ai dit à l'entame que ce communiqué me pose un problème en termes de pertinence par rapport au timing, par rapport à la qualité de ces géniteurs. Je l'ai dit, je pense que aujourd'hui ils auraient autre qualité qu'on aurait pu apprécier, n'est-ce pas, ce communiqué-là autrement, mais c'est venu à un moment où ce dossier est en train de sortir progressivement d'abord des esprits. Moi, je pense que la justice, quoi qu'on dise, hein, elle est notre justice, elle a eu l'occasion, n'est-ce pas, de vider cette affaire-là, et donc je pense qu'on devrait passer véritablement à autre chose, et donc il n'appartient pas au président d'institutions de la République qui sont des institutions, dont certaines institutions sont des institutions de contre-pouvoir, étant donné que nous sommes dans un état de séparation de pouvoir, il ne leur appartenait pas de manifester ce semblant de solidarité-là vis-à-vis du chef de l'État, même si certains ont un droit un devoir de redevabilité, c'est-à-dire un devoir de retour de l'ascenseur envers celui grâce à qui ils sont à ces postes-là. Donc je me dis, il faudrait que les présidents d'institutions s'occupent, n'est-ce pas, des missions régaliennes qui sont les leurs, les missions à eux dévolues par la Constitution, par les lois organiques qui régissent leurs institutions respectives, et qu'on évite, n'est-ce pas, de faire des incursions du genre vers l'univers, l'environnement politique. On va passer maintenant à un autre sujet, l'idée du cadre de concertation regroupant les anciens présidents d'institutions a été récemment évoquée au détour de rencontre au domicile du président Boni Yayi. L'idée derrière le cadre de concertation est de renforcer les liens des anciens présidents d'institutions au Bénin et de valoriser leurs expériences au service du pays. Plusieurs discussions ont déjà eu lieu dans ce cadre. Dans le cadre de la mise en place de cette plateforme de réflexion, la première réunion officielle des membres de la dite plateforme est annoncée pour bientôt. Arémé Chebali, cadre de concertation des anciens présidents d'institutions. Vos impressions? Non, enfin, au Bénin ici, les personnalités politiques de tout temps, hein, ils se rencontrent, ils discutent, que ce soit anciens, qu'ils soient encore en fonction. Bon, maintenant, l'idée de cadre de concertation, je ne sais pas très bien d'où est venue l'idée. Hein. Je ne sais pas si c'est des personnalités qui ont envie de créer un cadre. Ils n'ont pas besoin du cadre pour se rencontrer, ils se rencontrent très souvent. Hein. Maintenant, le cadre, en quelque sorte, quel est... Il n'a pas besoin de creuser formel, c'est ça? Je ne sais pas comment ça va être formel. Hein? Ça va demeurer informel, quelle que soit l'appellation qu'on va donner à ça. Il y a déjà le cadre, si vous voulez. Le cadre est déjà là. Peut-être pas je sais pas, avec une structure, une organisation et tout, mais rien n'empêche Nicéphore Oglo de prendre sa carte et d'aller visiter Yayi ou d'aller visiter un autre. Ils ont l'habitude de faire ça. De tout temps, c'est pas eux seulement, ça, avant eux, ou enfin, il y a eu des... Moi, je ne comprends pas cet engouement pour cette histoire du cadre de concertation, je ne sais pas, enfin, de toute façon, comme ce n'est pas dans le cadre d'une loi, ni d'une décision gouvernementale, et que ça se fait, c'est agité par des gens pour le moment qui n'ont pas de fonction, ça ne devait gêner personne. Si vous et moi, nous décidons de créer un cadre de concertation des participants à ce plateau. Ça, c'est notre libre arbitre. On se rencontre si on veut, on donne la forme que nous voulons. Et ça, c'est la liberté d'expression. Je ne comprends pas comment la volonté des uns va devenir un débat pour les autres. Je ne sais pas s'ils veulent, s'ils veulent même vivre dans la même maison. Enfin, moi, je ne sais pas à qui ça gêne.
Non, mais ce sont les anciens présidents d'institutions qu'ils disent qu'ils vont se fondre à un cadre maintenant aux encablures de 2026. C'est pas comme vous et moi, Ali Soubaré. C'est même aux encablures de 2031 ou de tout ce que vous voulez. C'est toujours aux encablures de quelque chose. Je ne comprends pas. C'est ça que vous dites ici, ils veulent même aménager ensemble, vivre dans la même maison. Ça concerne qui? Ils n'ont pas de rôle officiel. Ils n'ont pas de pouvoir officiel, ils n'ont pas de pouvoir de décision. Mais ils ont leur mot à dire quand même pendant les élections, non? Par rapport à qui et à quoi? Vous le savez bien. Je ne sais pas par rapport à qui. Par rapport à moi, je prends moi mon cas. Je ne sais pas autant qu'ils sont, quelles décisions ils peuvent prendre me concernant. Je ne sais pas qui ça concerne que Souglo, Yahi, Dossou, Robert et tout le reste. A décidé d'aller en vacances ensemble à Grand Popo pendant des années. Moi, je ne sais pas. Ils sont redevenus je ne dirais pas des individus, mais ils sont revenus à la vie civile, comme on dit. Ils n'ont plus d'obligations officielles. Hein? Ils n'ont pas. Dès lors que ce n'est pas une loi qui l'écrit ou une décision gouvernementale qui va impliquer peut-être que l'État leur mette à disposition des moyens ou nos impôts. En quoi ça nous concerne qu'ils soient ensemble? En quoi ça concerne quelqu'un? Pour réfléchir sur le sujet de l'actualité de la nation. Ça concerne qui? Que Nicéphore Souglo aille rencontrer Robert Dossou ou Nago ou qui veut. Ça concerne qui? Ils font plus rien, ils sont à la maison, ils sont plus ou moins à la retraite. Peut-être qu'il y a eu un président d'un parti politique et ils ont décidé de... Ça, c'est la libre expression. On ne peut pas leur dire, mais pourquoi ils se rencontrent, ils veulent nous, mais vous je vous demande comment vous l'appréciez, vous. C'est ça que vous dites, je ne comprends pas, ça ne me concerne même pas. Ah bon? En quoi ça me concerne? On va écouter Gabin Gobi sur la question. Gabin. Non, j'ai vu un peu la posture. Moi, je prends ça pour le moment comme une blague parce que ça n'a encore rien de formel. Une blague? Non, ça n'a rien de formel. Vous avez vu Boni Yahi, depuis fin janvier, début février, entreprendre un certain nombre de contacts à l'endroit de quelques anciens présidents de la République. Parce que quand on dit ancien président d'institution, il n'y a pas que l'Assemblée nationale, il n'y a pas que la Cour constitutionnelle. Je l'ai vu aller vers Bruno Amoussou, Adrien Houbedi, Théodore Olo et Robert Dossou. Je ne l'ai pas vu aller vers les anciens présidents de la Sénat. Il y en a encore qui sont en vie, d'autres du Conseil économique et social, par exemple. Donc je me dis, on a choisi certaines personnalités, peut-être qu'il faudrait influencer le débat politique pour aller vers elles. Eh bien, pour ce que moi j'ai entendu, peut-être que Arimi Soubaré n'a pas les mêmes informations que Maouf, qu'il fait semblant de l'ignorer. C'est-à-dire qu'on se dit, nous sommes à l'approche d'échéances électorales majeures et il faudrait que on aborde certaines questions qui fâchent. Vous savez que Boni Yahi, en tant que président du parti Les Démocrates, a toujours porté certaines revendications, certaines doléances qu'il a même posées au chef de l'État, même si ces doléances-là n'ont pas prospéré, comme le retour des exilés politiques, la libération des personnalités qui sont d'une manière ou d'une autre perçus comme étant des prisonniers politiques, la relecture du code électoral et l'audit du fichier électoral qui est en cours. Donc, il y a un certain nombre de revendications portées par Boni Yahi, portées par sa formation politique. Il s'est dit, peut-être à plusieurs occasions, j'ai posé le problème au chef de l'État qui n'est pas en train d'adopter une posture favorable à la satisfaction de ces revendications-là. Peut-être il me faut m'associer avec d'autres personnalités de la République qui pourraient influencer le jeu à l'effet d'infléchir la position de Patrice Talon sur ces Est-ce que ce qu'on faisait, par exemple... Maintenant, je ne vois pas en quoi cela pourrait prospérer. Moi, je suis quand même dubitatif ou sceptique par rapport aux chances d'aboutissement de cette initiative-là, parce que je ne vois pas aujourd'hui Bruno Amoussou peut-être donner à Boni Yahi des moyens d'abattre sa formation politique, parce que quoi qu'on dise, même s'il n'est pas dans l'activité politique comme il était il y a encore quelques temps, il demeure une personnalité
influente du parti Union progressiste Le Renouveau. Il est pratiquement l'une des cautions morales de cette formation politique-là. Donc je ne le vois pas, n'est-ce pas, faire le jeu de Boni Yayi. Parce que quoi qu'on dise, c'est Boni Yayi qui est initiateur de ce regroupement, de ce cadre de concertation. Est-ce que ce cadre ne sera pas peut-être une source, un creuset d'inspiration pour le président de l'exercice? Bon, moi j'attends de voir. Vous savez, connaissant l'homme, pour avoir vu Patrice Talon parler plusieurs fois de ces questions-là qui seront potentiellement portées par ce cadre de concertation dont la création est en train d'être mijotée, je ne le vois pas à quelques encablures des élections. S'il n'a pas fait avant, je pense que c'est maintenant où nous allons droit vers ces échéances-là qui le feraient. Donc, franchement, je prends ça comme une initiative qui ne va pas prospérer. D'accord. Le temps nous presse en studio. Direction maintenant Niamey. Très rapidement, on va dire un mot sur le sujet, sur le Niger. Au centre de conférence Mahamat Gandhi ce mercredi, 20 mois après avoir renversé Mohamed Bazoum, le général Abdourahmane Tiani s'est offert une consécration officielle. Il est investi président de la République du Niger, chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie depuis le coup d'État de juillet 2023. Il endosse désormais un pouvoir absolu renforcé par sa promotion au rang de général d'armée. La cérémonie a été marquée par la signature de la charte de la refondation, un test à portée constitutionnelle qui prolonge la transition pour 5 ans. Arimi Choubadé, Tiani assoit son pouvoir sans échéance électorale. Oui, Tiani, le pouvoir de Tiani vous intéresse peut-être vous, mais je vais revenir. Ça ne vous intéresse pas? Non, attendez, je vais revenir. Souvenez-vous, 2011, on avait eu des difficultés pour tenir la présidentielle au Bénin. Et on a réuni tout le monde. Je crois que le président Kérékou était encore vivant, il était à la concertation, le président Zissou, je crois également, Émile Delin, j'entends, en 2011. Ils étaient tous là pour prendre des décisions au champ d'oiseaux, et beaucoup d'autres personnalités étaient là. En 2016, je crois qu'il y a eu une concertation également au champ d'oiseaux en 2016, où les gens s'opposaient, décision pas du genre. Les gens s'opposaient même à la candidature de Lionel Zissou. Vous avez oublié, il y avait le président Soglo était là, je me souviens. Et, non, je ne sais pas quoi. Ces exemples pour dire quoi? Vous souscrivez à ce qui s'est passé au Niger? Non, au Niger. Pour vous dire que si les gens veulent se réunir, je ne comprends pas que ceux que ça ne concerne pas puissent s'intéresser. Des gens qui sont à la retraite se réunissent et des gens qui sont en activité s'inquiètent. C'est extraordinaire. Ça veut dire la pauvreté du débat intellectuel au Bénin. Où dès qu'un chien on écrase un chien, tout le monde focalise l'attention. Je ne vois pas en quoi la concertation de personnalités de retraités en plus. C'est vrai qu'il y a eu encore... Non, on est au Niger maintenant. Non, on est au Niger. Le Niger, c'est un pays en guerre. On ne peut pas faire les élections pendant la guerre, cela s'entend. Donc c'est normal, la conséquence de 5 ans, c'est peu. C'est normal. Si en 5 ans, vous oubliez le général de Gaulle. Le général de Gaulle a fait une élection pour venir au pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Le général de Gaulle était un putschiste. Enfin, oui, il a fait un putsch à Pétain. Pour prendre le pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale. On va prendre très rapidement l'avis de... Quand un pays en guerre, on ne parle plus des élections, c'est classique. Pour prendre très rapidement l'avis de Gabriel Goubilly, le Niger tourne-t-il dos à la démocratie puisque cette période de 60 mois est une période flexible, susceptible d'être prolongée selon les impératifs sécuritaires. Ça fait longtemps que le Niger a toujours tourné dos à la démocratie, ce n'est pas aujourd'hui.